Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour un week-end entier de webconférences dédiées aux maladies rares. Bienvenue pour cette webconférence sur les maladies génétiques ophtalmiques et dystrophies héréditaires de la rétine avec le docteur Jean-Michel Rosé, le professeur Dominique Brémond-Gignac, le docteur Mathieu Robert, le docteur Alejandra Darwish-Maté et Luc Licari. Pour poser vos questions, n'hésitez pas à utiliser l'outil questions-réponses en bas de votre écran ou à lever la main et nous activerons votre micro et votre caméra et vous pouvez poser votre question en live. Je vous souhaite une bonne conférence à tous. Merci. Donc, écoutez, bienvenue à tous. Ravi d'être présent ici dans l'Institut des maladies génétiques. On est ravis de vous accueillir. On aurait préféré, bien évidemment, vous accueillir dans le théâtre où nous nous trouvons à l'heure actuelle avec une vue splendide sur les toits de Paris. Malheureusement, donc, le Covid nous tient à l'écart, mais ce n'est que partie remise pour l'avenir. Ce que l'on va faire dans les 20 minutes qui viennent, c'est vous présenter chacun à notre tour les progrès extraordinaires qui ont été réalisés en matière de prise en charge des maladies héréditaires de la vue, qui vont vous être très brièvement exposés. Et ce qui est important, que ces progrès sont le résultat d'un processus qui est fondé sur une collaboration tout à fait unique et exemplaire de 3 partenaires: les associations de malades, qui sont représentées aujourd'hui par M. Luc Licari, qui est le directeur de la communication de l'association Retina France, les médecins en charge du diagnostic et du suivi ophtalmologique, mais également de la recherche clinique, en la personne du professeur Dominique Brémond-Gignac, qui est chef de service du département d'ophtalmologie de cet hôpital, mais aussi la coordinatrice du centre de référence pour les maladies rares en ophtalmologie, accompagnée de 2 de ses plus proches collaborateurs, le docteur Mathieu Robert, ici présenté de moi, et madame, alors excusez-moi, je ne connais pas encore très bien, madame Alexandra Darwish-Maté, et moi-même, qui dirige l'équipe de recherche en génétique ophtalmologique dans cet institut. Nous avons 20 minutes pour vous présenter ces progrès, donc je vais immédiatement, à moins que vous ayez écrire un petit mot. Alors, un petit mot, oui. Merci beaucoup, Jean-Michel. Bonjour à tous et je suis ravie d'être, et bien entendu, avec vous et de pouvoir mettre en avant la coopération que nous pouvons avoir entre Imagine, avec la recherche, bien entendu, et le Centre de maladies rares Oftara, que nous représentons sur Necker, aussi bien avec le docteur Mathieu Robert qu'avec le docteur Alexandra Darwish-Maté. Je pense qu'on va pouvoir passer à toutes les avancées que nous pouvons vous apporter et aux questions-réponses ensuite. Mathieu, je pense que ça sera à toi de commencer par la partie clinique, parce que je pense que c'est le début, en fait, et je crois que tu vas pouvoir nous montrer beaucoup de choses dessus, parce que nous avons beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, il m'incombe la difficile tâche de vous faire un bref aperçu du diagnostic clinique des maladies dont on va parler. D'abord, en préambule, je voudrais préciser quelques mots de vocabulaire pour bien savoir ce dont nous allons parler. Nous allons parler de dystrophie rétinienne. C'est un terme qui est aujourd'hui préféré à d'autres termes que je vais citer et qui sont plus classiques. Ce terme désigne un processus dégénératif des photorécepteurs, qui sont les cellules situées dans les couches les plus profondes de la rétine et qui vont transformer l'image en un signal électrique qui sera transmis au cerveau. Alors, on classe ces maladies en 3 groupes, ces dystrophies rétiniennes, en fonction du contingent de cellules qui sera atteint en premier. Les dystrophies rétiniennes Batonnet-Cone, ou Rod-Cone en anglais, qui sont et de loin les plus fréquentes et que l'on désignait autrefois sous le terme de rétinite pigmentaire, retinitis pigmentosa en anglais, c'est un terme qui est encore employé, mais qui tend progressivement à disparaître, pour des raisons que je vais vous exposer brièvement. Un deuxième groupe de maladies qui s'appelle les dystrophies cône-bâtonnet, parce que dans ce cas-là, le processus commence par les cônes, puis atteint les bâtonnets. Et puis, une catégorie un peu plus rare, qui sont les dystrophies des cônes, qui elles n'affectent que les cônes. Et il n'existe pas de dystrophie qui n'affecterait que les bâtonnets. On ne va pas parler aujourd'hui des dystrophies maculaires, qui sont des maladies qui n'affectent que les photorécepteurs du centre de la rétine, et on ne va pas non plus parler de maladies cousines qui sont des maladies stationnaires des photorécepteurs. Alors, ces maladies, on peut les classer de plein de manières, mais je vais vous exposer 2 façons de les classer. Cette première
première façon en fonction du type de cellules atteintes, et puis une deuxième façon en fonction de l'âge de révélation. Pourquoi? Parce que ces maladies peuvent se révéler à tout âge de la vie, depuis la naissance jusqu'au plus grand âge. Et les formes les plus sévères, les plus précoces, ces dystrophies rétiniennes congénitales sévères, c'est ce qu'on appelle les amoroses congénitales de Leber. On a des formes un petit peu plus tardives qui vont se révéler entre 6 mois et 2 à 3 ans, qu'on appelle les dystrophies rétiniennes sévères à début précoce. Puis on a des formes chez l'enfant, puis on a des formes chez l'adolescent, et on a des formes chez l'adulte et jusqu'au plus grand âge. Alors, le diagnostic va reposer sur un véritable trépied entre la clinique classique, l'imagerie multimodale et l'électrophysiologie visuelle. Et je vais vous dire quelques mots de chacune de ces 3 étapes. La première, c'est la clinique classique qui regroupe à la fois les symptômes des patients et puis l'examen clinique à la lampe à fente ou à l'ophtalmoscope. Alors, les symptômes des patients ils vont dépendre du type de maladie, bâtonnet-cône, cône-bâtonnet ou cône, et de l'âge de révélation. Les dystrophies bâtonnet-cône vont d'abord se manifester par une gêne à la vision nocturne et une gêne au niveau du champ visuel périphérique, qui sont les fonctions essentielles des bâtonnets. Et ultérieurement seulement, ces maladies se manifesteront par une dysfonction des cônes. À l'inverse, les dystrophies cône-bâtonnet vont commencer par s'exprimer à travers une dysfonction des cônes, c'est-à-dire une atteinte de la vision centrale, en particulier de l'acuité visuelle, c'est-à-dire de la vision des détails. En fonction de l'âge de révélation, les signes vont être très différents. Pour les amoroses congénitales de Leber, les formes précoces, eh bien, on va avoir un retard d'installation de la vision. Et puis cette vision, quand elle va commencer à s'installer, va s'accompagner de ce qu'on appelle un nystagmus précoce, c'est-à-dire que les yeux vont osciller en permanence. Et il y aura également une mixture des signes que je vous ai exposés, c'est-à-dire des signes d'atteinte des bâtonnets et de ceux des cônes, avec en plus pour les cônes un signe qui s'appelle la photophobie, qui est une gêne à la lumière. Et puis, lorsque les maladies se révèlent plus tard, eh bien, elles vont se manifester soit d'abord par une gêne dans la pénombre, soit d'abord par une gêne à la lumière et une altération de l'acuité visuelle. Alors, lorsqu'on a ces symptômes, la première chose qu'on fait, c'est qu'on examine les yeux cliniquement. On va mettre des gouttes et on va regarder la rétine à la lampe à fente ou avec un ophtalmoscope. J'en ai toujours un dans ma poche. Donc, on va regarder la rétine du patient et on va voir, qu'est-ce qu'on va voir? Dans un certain nombre de cas, on ne voit pas grand-chose et c'est ça la particularité des dystrophies rétiniennes de l'enfant, notamment parce que le fond d'œil peut être quasiment normal ou même complètement normal au début, notamment dans les amoroses congénitales de Leber. Et puis, à mesure que les maladies évoluent, on va voir les signes classiques qui ont donné leur nom. Pourquoi est-ce qu'on dit rétinite pigmentaire? Parce qu'on a justement du pigment dans la rétine. Et ce pigment s'organise un peu en feuilles de fougère. On va parler de formation d'ostéoblastes. On a des zones de rétine atrophiques, des zones de rétine pigmentée. On a parfois une pâleur du nerf optique, parfois un aspect trop grêle des vaisseaux. Et donc des signes qui vont être, dans certains cas, très évidents, dans d'autres cas, beaucoup plus discrets. Et dans les dystrophies qui commencent par une atteinte des cônes, les dystrophies cône-bâtonnet ou les dystrophies des cônes, on a souvent juste une altération de l'aspect normal de la rétine centrale. J'ai présenté brièvement les maladies dont nous allions parler, qu'on appelle les dystrophies rétiniennes, pour dire que nous parlerions des dystrophies rétiniennes et pas des dystrophies maculaires, ni des syndromes de dysfonction stationnaire de la rétine. Ces dystrophies rétiniennes désignent un groupe de maladies qui se caractérise par une dégénérescence progressive des photorécepteurs, qui sont les cellules qui sont situées dans les couches les plus externes de la rétine. Alors, on peut classer ces maladies de deux manières, en fonction du type de photorécepteur qui va être atteint en premier ou en fonction de l'âge de révélation de ces maladies. En fonction du type de photorécepteur, on distingue les dystrophies rétiniennes bâtonnet-cône, qu'on appelait autrefois rétinite pigmentaire et qui sont les plus fréquentes,
qui commencent par une atteinte des bâtonnets, puis se poursuivent par une atteinte des cônes des années ou des décennies plus tard. Les dystrophies rétiniennes cônes-bâtonnets, qui elles vont commencer par une atteinte des cônes, et les dystrophies des cônes, je disais qu'il n'y avait pas de dystrophie des bâtonnets. On peut aussi les distinguer en fonction de l'âge de révélation. Les plus sévères, les plus précoces de ces maladies, c'est ce que l'on appelle les amoroses congénitales de Leber, et elles vont s'exprimer dès les premières semaines et les premiers mois de vie. Les formes un peu plus tardives, on va les appeler les dystrophies rétiniennes sévères à début précoce, et puis on a des formes qui peuvent se révéler à tout âge, chez l'enfant, chez l'adolescent, chez l'adulte, même chez la personne âgée. Alors, le diagnostic repose sur un trépied entre la clinique classique, l'imagerie multimodale et l'électrophysiologie. La clinique classique, c'est d'abord les symptômes du patient. Dans les formes bâtonnet-cône, les premiers symptômes seront une gêne dans la pénombre et une gêne, une atteinte du champ visuel périphérique, puisque ce sont là les fonctions essentielles des bâtonnets. Dans les formes cône-bâtonnet, les symptômes commencent par une altération de la vision centrale, en particulier de l'acuité visuelle. Et dans les dystrophies des cônes, c'est un peu la même chose. En fonction de l'âge de début, dans les amoroses congénitales de Leber, il va y avoir un retard d'installation de la vision et dès les premières semaines et les premiers mois de vie, un nystagmus précoce avec les yeux qui vont osciller le plus souvent de manière horizontale en permanence pendant les périodes d'éveil. Dans les formes un peu plus tardives, on va retrouver des symptômes qui vont être ceux que je viens de vous exposer. Alors, lorsqu'on a ces symptômes, eh bien, on va d'abord regarder la rétine du patient, on va mettre quelques gouttes, et puis, pour dilater la pupille, et on va regarder à la lampe à fente ou à l'ophtalmoscope la rétine du patient, et on va voir, qu'est-ce qu'on va voir? Des choses variables. Dans les formes bâtonnet-cône, on va voir, après plusieurs années d'évolution, des dépôts pigmentaires qui ont donné le nom classique de ces maladies, qui sont les rétinites pigmentaires. Mais ces dépôts sont très inconstants et notamment, ils sont absents dans les formes les plus précoces et notamment la grande majorité des amoroses congénitales de Leber où le fond d'œil peut paraître initialement normal. Dans les formes cône-bâtonnet, on va avoir au contraire des atteintes de la rétine centrale, mais qui peuvent également être très discrètes. Alors, passé cette première étape, ce premier pilier du diagnostic, on va réaliser ce qu'on appelle une imagerie multimodale de la rétine. Alors, ce sont des photographies, toute une variété de photographies, d'examens de la structure, de la morphologie de la rétine, dont je ne vais ici pouvoir que vous donner un aperçu extrêmement bref. Ça a été une véritable révolution en ophtalmologie et cette révolution a beaucoup servi au diagnostic des dystrophies rétiniennes. Et ça a été une double révolution, une première révolution technique et puis un deuxième défi, et je suis fier de travailler dans un service qui a pu relever ce défi au cours des dernières années, qui consiste à pouvoir décliner ces méthodes d'imagerie multimodale à la pédiatrie. Évidemment, chez un enfant, à partir de 7-8 ans, on peut faire les mêmes examens que ceux qu'on réalise chez un adulte. Chez un nourrisson et chez un nouveau-né, c'est très différent. Et à cette première révolution des techniques, s'est ajoutée une deuxième révolution qui est celle de l'application de ces techniques à tout âge, y compris chez le nouveau-né, ce dont nous sommes aujourd'hui capables grâce à notre plateau technique. Alors, ces imageries de la rétine, elles vont permettre de regarder la rétine à la fois de façon très zoomée sur certaines zones, notamment du centre de la rétine, et au contraire, dans d'autres situations, de contempler l'ensemble de la rétine sur 360 degrés sur un seul cliché. C'est ce qu'on appelle l'imagerie ultra grand champ. On a eu l'imagerie standard, l'imagerie grand champ, et maintenant l'imagerie ultra grand champ qui, pour nous, apporte énormément d'informations. On va pouvoir aussi regarder les dépôts de certaines substances qui vont s'accumuler lorsque la rétine souffre, et c'est ce qu'on appelle l'imagerie en autofluorescence, qu'on va pouvoir là encore zoomer ou regarder en très grand champ. Et puis, on va regarder la structure de la rétine, presque à l'échelle cellulaire, avec des examens qu'on appelle les examens en cohérence, la tomographie en cohérence optique, on emploie toujours le terme anglais, c'est pour ça que je trébuche, ou OCT. Et cette OCT, elle va nous montrer les différentes couches de la rétine, en particulier les altérations des photorécepteurs qu'on va voir presque comme sur une coupe anatomique. Ceci va permettre de conforter le diagnostic
Et la troisième étape, c'est l'électrophysiologie visuelle. Et en l'occurrence, l'examen qui est le plus important dans les dystrophies rétiniennes, c'est l'électrorétinogramme global, que là encore, on peut désormais réaliser à tout âge et dans toutes circonstances. Et c'est un examen qui va consister à poser des gommettes autour des yeux et à enregistrer le signal de la rétine en réponse à un stimulus visuel. On pratique des petits flashs, à la fois pour les bâtonnets, donc on se place dans le noir et puis on va mettre des flashs de très faible intensité, et pour les cônes, on va se mettre dans la lumière, on va mettre des flashs plus forts. Et cet électrorétinogramme global va permettre de quantifier la manière dont les photorécepteurs, les cônes d'une part, les bâtonnets d'autre part, fonctionnent. Donc avec ces trois chapitres, la clinique classique, l'imagerie multimodale, l'électrophysiologie visuelle, on va pouvoir poser cliniquement le diagnostic d'une dystrophie rétinienne, précoce ou plus tardive, bâtonnet-cône, cône-bâtonnet ou cône. Alors, il y a 20 ans, on se serait arrêté là, et en 2021, ce n'est que la première étape d'un diagnostic complet, et c'est le professeur Brémond Gignac qui va vous présenter la deuxième étape du diagnostic en 2021. Merci Mathieu, j'espère que tout le monde nous reçoit bien. Je pense que tu as parfaitement exposé la clinique. Et je crois qu'aujourd'hui, la révolution, elle a vraiment été en marche depuis le début, c'est-à-dire depuis la clinique, depuis l'imagerie, et puis aussi maintenant de la génétique et bien sûr la recherche, puisque derrière, ça reste très important. Après avoir bien expliqué ce que sont en fait ces dystrophies rétiniennes sur le plan clinique, nous disposions en fait de cette clinique qui était relativement légère puisque c'était simplement purement observationnel. Nous n'avions pas, par exemple, tous ces examens complémentaires comme tu nous as expliqué, comme par exemple l'OCT, la fameuse tomographie en cohérence optique, qui va permettre d'avoir des résolutions en fait qui vont au niveau de la rétine qui vont jusqu'au micron en fait, qui vont entre 10 et 1 micron. Et ce qui nous bloquait, en effet, c'est la pédiatrie, parce que nous n'avions pas les examens correspondant à la pédiatrie, c'est-à-dire que nous n'avions que des appareils pour adultes qui ne s'adaptaient pas, bien sûr, à l'enfant qui est allongé. Et aujourd'hui, nous avons vraiment ce point qui est très important, c'est-à-dire des machines adaptées. Nous avons été quand même assez pionniers sur Necker pour avoir ces machines très innovantes qui permettent d'examiner les tout petits bébés depuis la naissance. Et c'est très important parce que, évidemment, ces examens vont permettre de mieux, ce qu'on appelle phénotyper, de mieux caractériser en fait la maladie rétinienne, cette dystrophie rétinienne. Et nous allions ensuite, en général, chercher le gène, parce qu'en fait, ces dystrophies rétiniennes sont des maladies génétiques, comme vous le savez bien, puisque nous sommes ici maintenant à l'Institut des maladies génétiques. Et ces maladies génétiques, il fallait trouver en fait quel était le gène responsable. Et avant, nous étions obligés d'aller gène par gène. On explorait un premier gène sur sa totalité, et puis si on s'était trompé, on allait sur un deuxième gène, et on sait aujourd'hui que ces dystrophies rétiniennes ne répondent pas à une seule anomalie d'un seul gène, mais elles peuvent correspondre à plusieurs gènes. Et parfois, à l'inverse, vous pouvez avoir une seule présentation qui va présenter sur plusieurs gènes ou plusieurs gènes qui vont donner des présentations cliniques différentes. C'est ce qui en fait la complexité, en fait. C'est-à-dire que ça n'est pas aussi simple qu'on pourrait l'imaginer. Aujourd'hui, nous avons deux choses qui sont donc maintenant arrivées. Tout d'abord, nous avons la possibilité de tester plusieurs gènes à la fois sur ce qu'on appelle des panels. Et puis, ces panels permettent, par exemple, sur une orientation, sur une dystrophie rétinienne, peuvent avoir jusqu'à 200 gènes. Et c'est le panel qui a été fait par Sophie Valex et Jean-Michel Roset qui ont été mis au point de façon à pouvoir balayer ces différents gènes de dystrophie rétinienne. Mais ça existe, bien entendu, aussi sur d'autres anomalies oculaires, comme les anomalies, les dysgénésies du segment antérieur, ou encore d'autres anomalies particulières, ce qui veut dire que nous avons les anomalies du cristallin, par exemple, nous avons d'autres panels qui peuvent s'associer. Et puis, une fois qu'on a ces panels, eh bien, malheureusement, on n'a pas toujours tous les résultats possibles.
Et ces différents résultats, aujourd'hui, nous avons la possibilité de passer dans quelque chose d'ultra haute définition, ces plateformes ultra haute définition qui vont nous permettre, là aussi, de regarder tout le génome de façon, bien sûr, beaucoup plus globale et beaucoup plus précise. Et c'est ce que nous apporte la plateforme Sequoia aujourd'hui, de façon à aller chercher de façon plus précise encore ces anomalies génétiques. Les choses sont compliquées, bien entendu, parce qu'il n'y a pas une solution, ce n'est pas un ticket qui sort, et donc on voit bien que les choses sont compliquées à analyser parce qu'on va avoir parfois plusieurs gènes qui vont être responsables, plusieurs anomalies de gènes qui sont responsables de la maladie, ou parfois des gènes que l'on ne connaît pas ou dont des variants que l'on ne connaissait pas. Donc tout ça fait que cette analyse est très complexe. Mais cette plateforme ultra haute définition nous permet d'avoir maintenant une approche beaucoup plus globale. Il faut être patient, car ce n'est pas comme une analyse de laboratoire simple où on puisse imaginer qu'on a une prise de sang et que derrière, on va connaître sa glycémie, parce que ça demande une technologie beaucoup plus complexe. Et bien entendu, avec le Covid, on a beaucoup de difficultés aussi, comme vous pouvez l'imaginer, d'approvisionnement, mais en tous les cas, ça nous permet d'avoir des maladies génétiques mieux caractérisées. Quel en est l'intérêt derrière? Eh bien, c'est tout d'abord la connaissance pour le patient. Je pense que là aussi, c'est vraiment très important. C'est le conseil que l'on peut avoir, le conseil génétique. Nous avons d'ailleurs la chance d'avoir une de nos conseillères en génétique, une conseillère en génétique qui a rejoint notre équipe, Madame Ben Kortebi, et bien entendu nos généticiens cliniques et spécialement le professeur Stanislas Lyonnais, de façon à pouvoir donner une meilleure connaissance de la maladie, une meilleure idée de ce qu'il peut avoir pour les enfants. Et ceci se fait de façon vraiment conjointe entre les ophtalmologistes que nous sommes et bien sûr les généticiens et les conseillers en génétique. Et puis, une fois que l'on a fait cette analyse, il y a le temps, bien sûr, du rendu de ces résultats. Et il arrive, bien entendu, que ça ne passe pas aussi simple qu'on l'a imaginé, comme on se disait, et qu'il va y avoir à peu près une certaine proportion qui seront négatives. Bien entendu, quand on a trouvé la maladie, eh bien, on pourra, dans certains cas, avoir un traitement. Donc, il y a deux volets qui s'ouvrent à nous, finalement. Le premier volet où on a trouvé la maladie et dans certains cas, pour l'instant encore trop peu répandus, mais qui sont extrêmement prometteurs, nous pourrons avoir une thérapie génique et le docteur Darwish Maté va nous en parler. Et puis, dans les cas qui sont en général plus restreints, il y a malheureusement pas de résultats, mais ces non-résultats, effectivement, pourront partir pour une analyse de recherche. Donc, je vais passer la parole au docteur Alexandra Darwish-Maté qui va nous expliquer ce que nous faisons aujourd'hui dans le service en thérapie génique et puis, bien sûr, les ouvertures que nous pouvons avoir sur d'autres maladies. Merci Alexandra, c'est à toi. Merci beaucoup, Mme Raymond. Bonjour à tous. Je vais vous parler des boitigènes Neparvovec. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cet médicament. Il s'agit d'une première thérapie génique disponible en ophtalmologie dans les cadres des soins. Il a reçu une autorisation temporaire d'utilisation en fin 2019 pour les patients présentant une perte visuelle d'une dystrophie rétinienne héréditaire résultant d'une mutation biallélique du gène RPE65 et possédant suffisamment des cellules rétiniennes viables. Son utilisation est réservée au milieu hospitalier et seulement quelques hôpitaux accrédités en France peuvent effectuer ces traitements. Pour information, les dystrophies héréditaires de la rétine associées à une mutation du gène RPE65 représentent 5 à 10% des hémorragies congénitales de Leber et environ 2% des rétinites pigmentaires. Cette gène est essentielle dans les cycles visuels parce qu'il va coder une protéine qui participe à ces cycles visuels et qui se loge sur les cellules de l'épithélium pigmentaire de la rétine. Donc, Luxturna, cette nouvelle thérapie génique, va permettre d'amener une copie fonctionnelle du gène
à l'intérieur des cellules de l'épithélium pigmentaire de la rétine par injection sous-rétinienne après avoir effectué une vitrectomie. Et là, je voulais partager avec vous une vidéo pour pouvoir mieux vous montrer ce dont je parle pour ceux qui peuvent les voir. Et je vais de toute façon essayer de vous les décrire au mieux. Est-ce que vous voyez, Madame Raymond, on voit bien l'écran? On voit parfaitement. En tout cas, moi, je vois parfaitement. Parfait. Parfait. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'en première, on va réaliser ce que je vous dis, une vitrectomie. Vous voyez ici un schéma d'un œil. On va pénétrer dans l'œil par la partie blanche de l'œil. Cette intervention se réalise sur microscope opératoire et à l'aide de lentilles spéciales. On va rentrer à l'intérieur de l'œil. On va enlever les vitrés, qui est les gels qui est en contact avec la rétine. C'est pour ça que ça s'appelle une vitrectomie, parce qu'on enlève les vitrés. Et ensuite, on va aller avec une petite canule injecter sous la rétine neurosensorielle cet médicament pour aller là, juste là, en contact avec les cellules de l'épithélium pigmentaire, la protéine RPE65 est manquante. Donc, on va utiliser un vecteur viral adéno-associé qui va permettre d'infecter, si vous voulez, ces cellules et de déposer la copie du gène qui manque, et donc après la production de la protéine et de rétablir les cycles visuels. Donc, voici un exemple d'une chirurgie d'un de nos petits patients qui ont bénéficié de cette nouvelle thérapie génique. Donc, d'abord, on enlève les vitrés et ensuite, vous voyez, avec cette petite canule, toute fine et sous contrôle microscopique, on va injecter les produits sous la rétine. Vous voyez que là, on observe des décollements de rétine qui nous montrent bien que les produits est sous la rétine, donc neurosensorielle, et en contact avec l'épithélium pigmentaire de la rétine. Donc, vous pouvez voir là, cette bulle s'est formée. La rétine, donc, est décollée par ce traitement. Voilà, une fois l'injection finalisée, vous pouvez voir là que la rétine est soulevée par rapport à normal. Ça, c'est le nerf optique. On contrôle toujours qu'il n'y a pas eu de complications liées à l'intervention. Et puis, à la fin, on remplit la cavité de l'œil par de l'air, car on a enlevé les vitrés et on aimerait que cette bulle de décollement de rétine se réapplique et distribue les médicaments. Et on finit par une suture. Donc, il y a eu une étude en 2017 qui est apparue dans les Lancet, c'est celui qui a permis de mettre sur le marché ce traitement et qui a montré notamment des améliorations dans la déambulation dans des environnements à bas niveau d'éclairage, avec des effets secondaires qui ont été décrits, comme une élévation de la tension oculaire, la cataracte et une déchirure de la rétine. Mais globalement, cette est bien tolérée. Il y a un bon profil de sécurité. Cependant, on sait déjà qu'il y a une meilleure fonction visuelle quand on l'injecte à plus bas âge, mais ce qui nous manque, c'est de savoir combien ça va durer dans les temps. Il semblerait qu'il y a un manque de durabilité à long terme, passé les 3-5 ans, et que finalement, la dégénérescence rétinienne progresse. Donc, en conclusion, ce que je peux vous transmettre de cette thérapie, c'est que c'est une première thérapie génique en ophtalmologie pour une dystrophie héréditaire de la rétine, avec des résultats qui sont prometteurs et qui ont un bon profil de sécurité. Cependant, il nous reste encore quelques défis à surmonter. Vous l'avez compris, c'est un traitement qui cible une mutation d'un gène unique. Il y a besoin d'une administration sous la rétine, et c'est là, bien que la vitrectomie est une technique très bien connue par nous depuis de nombreuses années, il reste quand même une voie invasive, d'autant plus quand on la réalise chez les enfants. Et puis, il
déterminer la durabilité de ce traitement à très long terme. Je vous remercie pour votre attention et je passe donc la parole maintenant vraiment à nouveau. Je pense qu'on va pouvoir passer la parole surtout à Jean-Michel Rozet qui va nous exposer finalement cette deuxième partie de ce qu'on avait envisagé. C'est bien quand on n'a pas retrouvé le gène responsable malgré ces panels, malgré les plateformes ultra haute définition. Je pense, Jean-Michel, que c'est ton tour, Oui, de nous expliquer ce que tu vas faire. Merci beaucoup, Dominique. Avant d'expliquer ce que je vais faire, en fait, je voudrais dire que ce que l'on vient de voir et qui représente des progrès exceptionnels, il faut quand même bien réaliser qu'aujourd'hui, on est capable de traiter une forme de cette cécité néonatale dont a parlé le docteur Mathieu Robert. Eh bien, ceci est le fruit de la recherche qui a été initiée il y a maintenant une trentaine d'années et initiée avec l'identification d'un premier gène, c'était 1987, et c'est cette époque. C'est à cette époque que le docteur Josune Kaplan crée ici même, sur ce lieu, dans un bâtiment qui a été détruit pour permettre la construction de cet institut, crée le premier groupe de recherche français totalement dédié à la recherche en génétique de ces maladies ophtalmologiques les plus sévères et les plus précoces, avec un objectif qui est alors unique et qui est toujours d'actualité, et qui est d'améliorer la prise en charge de ces maladies, la prise en charge des malades, mais également de leurs familles, car n'oublions pas que nous parlons de maladies héréditaires et que donc il s'agit d'une affaire de famille, si je puis dire. Donc, pour parvenir à cet objectif, un programme de recherche en 3 points. Premier point, identifier les gènes impliqués dans ces maladies pour améliorer le conseil génétique, c'est-à-dire reconnaître dans les familles les individus à risque de transmettre de la maladie et évaluer ce risque, mais également pour améliorer, et le professeur Raymond Gignac en a beaucoup parlé, le rendement de ces tests génétiques qui, à l'heure actuelle, ne dépassent pas les 80%. C'est assez exceptionnel comme rendement, mais malgré tout, il reste quand même 20% des cas dans lesquels ces tests de génétique ne permettent pas de répondre, ne permettent pas de donner un diagnostic génétique aux patients qui ne sont donc pas éligibles pour les protocoles thérapeutiques qui sont actuellement en cours. Deuxième objectif extrêmement important et qui requiert la contribution de nos collègues ophtalmologistes, et c'est identifier les particularités cliniques qui sont attachées à chacun de ces gènes, et ce, pour pouvoir prédire chez les plus jeunes patients l'évolution des symptômes ophtalmologiques d'une part, mais parfois aussi la survenue de symptômes extraoculaires, lesquels ne sont pas rares dans les maladies héréditaires de la vue et qui nécessiteront une prise en charge spécifique dont les plus éminents spécialistes d'ailleurs travaillent dans cet institut ou sur ce campus. Troisième objectif, et non des moindres, caractériser les mécanismes à l'origine de ces maladies et des connaissances acquises, inventer, il s'agit bien d'inventer, des armes qui vont nous permettre de lutter contre ces maladies. Nous avons beaucoup entendu parler d'amorose congénitale de Leber. C'est ici même que le premier gène, dans cet institut, que le premier gène responsable a été identifié en 1996, ouvrant la voie aux recherches sur cette maladie qui, il faut bien le reconnaître, était à l'époque assez largement laissée pour compte et qui est maintenant une maladie emblématique avec, nous l'avons vu, le succès de la thérapie de l'une de ces formes liées aux mutations du gène RP65, qui est le deuxième des 20 gènes qui sont identifiés à ce jour. Identifier les gènes a très longtemps été extrêmement artisanal, jusqu'au début des années 2000, avec une véritable révolution technologique, avec l'industrialisation du séquençage de l'ADN qui s'est développé dans le sillage du séquençage du génome humain et qui permet aujourd'hui de proposer le diagnostic moléculaire exhaustif de tous les gènes connus des maladies héréditaires de la rétine, et il y en a 300 à l'heure actuelle, c'est ce dont vous parlait le professeur Raymond Gignac, et le criblage simultané de tous ces gènes appartenait au domaine de la science-fiction, il faut bien le dire, au début des années 2000, donc un progrès mais considérable. Ce n'est pas parfait, comme on le disait tout à l'heure, 20% des cas échappent à ce diagnostic moléculaire, mais si 20% des cas échappent, 8 cas sur 10 eh bien, sont positifs. Et ça, c'est quelque chose qui était extrêmement important. À cette révolution s'est adjointe une autre révolution en parallèle, dont a parlé le docteur Robert. C'est une révolution dans le domaine de l'imagerie rétinienne qui permet aujourd'hui de décrire avec une finesse extrême les lésions rétiniennes présentes chez les patients et leur progression. Et outre
que ces examens nouveaux permettent de décrire des particularités attachées à chacun des gènes ou des groupes de gènes, et ce qui est extrêmement important pour prédire l'évolution de la maladie chez les malades, eh bien, ces méthodes nouvelles ont permis de découvrir quelque chose de totalement inattendu, c'est qu'il n'existe pas qu'il n'y a pas un lien direct entre cécité et état catastrophique de la rétine. Et ça, c'est extrêmement important, car c'est un message d'espoir extraordinaire pour un certain nombre de patients qui se sont longtemps crus exclus des progrès thérapeutiques, car trop malvoyants. Et récemment d'ailleurs, un essai thérapeutique utilisant une stratégie innovante à base d'ARN, dont on entend beaucoup parler et dont nous sommes les pionniers ici dans cet hôpital, a permis de démontrer effectivement cela, puisque des patients extrêmement malvoyants et âgés ont été traités et ces traitements ont permis une amélioration de leur fonction visuelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc on parle de thérapie. Ce qu'il faut savoir également, c'est que 20 ans séparent l'identification du gène RPE65 et la mise sur le marché du Luxturna. Mais il faut également savoir que les efforts qui ont été menés pour mener ce produit sur le marché bénéficient aujourd'hui au développement thérapeutique pour les autres gènes. Et il est vrai qu'un certain nombre d'autres gènes font l'objet de tels développements à l'heure actuelle et qu'un certain nombre de produits de thérapie génique sont tout prêts d'être maintenant mis sur le marché. Donc, des progrès extraordinaires qui ont été réalisés au cours de ces 30 dernières années. Le laboratoire de génétique ophtalmologique, en collaboration avec le service d'ophtalmologie et le centre des références, ont très largement contribué à ces progrès avec l'identification d'un grand nombre de gènes, avec l'identification d'éléments qui permettent de prédire l'évolution ophtalmologique et voir la survenue de symptômes extraoculaires, avec le développement de protocoles thérapeutiques, comme je le disais, innovants, je parlais de l'ARN en particulier, qui sont pour lesquels nous sommes pionniers, mais également avec le développement des outils de diagnostic moléculaire dont a parlé le professeur Brémond-Gignac. Donc notre laboratoire et le site, le campus, a très largement contribué à ces progrès. Toujours est-il qu'il reste un grand nombre de défis à relever. On l'a vu avec donc un diagnostic moléculaire dont le rendement n'est pas de 100%, mais il faut également savoir que la thérapie génique qui est à l'heure actuelle appliquée pour le gène RPE65, malheureusement, ne peut pas s'appliquer à toutes les maladies héréditaires de la vue et donc il est nécessaire de développer des protocoles thérapeutiques alternatifs. Notre laboratoire et le campus en général est totalement impliqué et a choisi de relever ces défis et bénéficie pour cela d'une infrastructure et d'un environnement qui est assez exceptionnel ici à Imagine, avec un grand nombre de plateformes technologiques indispensables à la réalisation de ces objectifs, et en particulier des plateformes de séquençage à ultra haut débit, mais aussi d'outils extrêmement innovants dont l'Institut s'est doté. Et je veux parler en particulier, et je m'arrêterai avec ces deux éléments, des ciseaux moléculaires dont vous avez tous entendu parler, qui permettent aujourd'hui de reproduire à volonté les mutations retrouvées chez les malades pour les introduire dans des modèles cellulaires ou des modèles animaux et mieux comprendre la maladie, mais également développer des protocoles thérapeutiques. Et deuxième outil innovant exceptionnel dont nous sommes dotés aujourd'hui, avec une plateforme qui permet de produire des mini-organes, et en particulier des mini-rétines à partir d'un simple prélèvement sanguin des malades. Il est possible aujourd'hui de produire à volonté et quasiment à l'infini la rétine du malade dans une boîte, et à partir de cette rétine, mieux comprendre sa maladie et surtout tester sans le moindre danger pour le malade un nombre incalculable de molécules candidates pour une thérapie. Donc des progrès spectaculaires, et on a beaucoup à attendre des années qui viennent. 30 ans, on ne connaissait rien des gènes responsables de ces maladies. 30 ans plus tard, des premiers protocoles thérapeutiques, et je suis convaincu que dans les 10 ans qui viennent, beaucoup de ces maladies seront accessibles à un traitement. Voilà, je vous laisse maintenant poser vos questions. Merci. Merci beaucoup à tous, c'était très intéressant. Donc, du coup, on a quelques questions, notamment une question de Christelle B, qui demande est-ce que du coup les maladies génétiques ophtalmiques sont des maladies qui sont évolutives ou pas? Alors, il y a précisément
deux types de maladies génétiques qui peuvent affecter l'œil, deux grandes catégories en fonction de si elles sont stationnaires ou évolutives. Alors, dans certains cas, le caractère stationnaire est évident. On a toute la pathologie malformative qui est en soi non ou peu évolutif en règle générale. Dans certains cas, le caractère évolutif est évident. À l'inverse, lorsqu'on a une maladie qui va se révéler chez un grand enfant, par exemple, qui voyait bien 3 ans auparavant et qui se met à ne plus voir. Et puis, dans un certain nombre de situations, le diagnostic différentiel entre une variété évolutive et une variété stationnaire peut ne pas être évident, et c'est le cas notamment dans un certain nombre de dysfonctions rétiniennes du tout petit, où c'est vraiment la finesse de l'examen clinique, l'évolution et le diagnostic génétique qui vont permettre de trancher entre les deux hypothèses. Alors, on avait une question aussi sur l'importance d'un bilan, de réaliser un bilan génétique pour ces maladies. Ça, c'est une question complexe à laquelle peut-être chacun d'entre nous pourra apporter un élément de réponse. Quelle est la place du diagnostic moléculaire, du diagnostic génétique dans ces maladies? C'est une question, vraiment fondamentale et complexe. Et en fait, c'est une question très chaude parce que les choses sont en train de changer et de changer très rapidement, comme vous l'avez compris. C'est-à-dire que la place du diagnostic génétique dans l'ensemble de ces maladies, c'est-à-dire toute la pathologie malformative, la pathologie dysfonctionnelle, stationnaire ou évolutive, la place de génétique est en train d'exploser ces dernières années et elle est en train d'exploser sous nos yeux précisément du double fait d'une facilitation de ce diagnostic grâce à l'industrialisation de techniques qui étaient autrefois réservées à certains laboratoires de pointe et qui prenaient beaucoup de temps, qui maintenant se répandent plus largement et puis prennent de moins en moins de temps, et du fait d'une volonté politique dont peut-être le professeur Bormolinac veut dire quelques mots, d'une volonté politique forte à l'heure actuelle de rendre ces diagnostics génétiques plus accessible à l'ensemble des centres de référence qui sont spécialisés dedans. Oui, je pense que c'est vraiment très important d'avoir ça en tête. C'est que, bien entendu, les diagnostics génétiques sont importants à plusieurs titres et qu'il y a une vraie volonté politique de développer cet accès, je dirais, pour tous les patients, bien que ça soit évidemment extrêmement complexe, que les généticiens moléculaires soient probablement en difficulté. On n'en a quand même pas beaucoup qui peuvent arriver à lire tous ces résultats. Mais pourquoi est-ce que c'est très important? D'abord pour une meilleure connaissance, ça c'est la première chose, et une meilleure connaissance aussi pour les patients, parce que c'est quand même plus facile de savoir vraiment ce que l'on peut avoir, mais aussi derrière, car on peut avoir des thérapies, comme vous l'avez vu, la thérapie génique par exemple sur RPE65, mais il y a des choses qui sont en train de se développer, qui sont assez extraordinaires, et Jean-Michel Rozet nous l'a vraiment particulièrement souligné, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de se développer avec ces fameux ciseaux moléculaires par exemple, et on peut, pour l'instant, on est en train d'explorer même la voie de collyre qui pourrait traiter des maladies de la cornée génétique. Donc, je crois qu'il y a un intérêt réel à mieux connaître, grâce à la génétique, à mieux connaître les pathologies, à avoir un diagnostic que l'on peut rendre, je dirais, aux patients, et derrière, pour les patients, pouvoir envisager en fait une thérapeutique qui, bien sûr, s'articule avec la recherche. Tous ces points sont vraiment essentiels à mon avis. Je voudrais juste peut-être ajouter une chose quand même, je l'ai dit, hein, donc ces maladies génétiques, ce sont des affaires de famille, ce sont des maladies familiales. La première vertu du diagnostic génétique, c'est de déterminer avec certitude quels sont les membres dans une famille dans lesquels le diagnostic de maladie génétique a été posé, quels sont ceux qui sont à risque de transmettre cette maladie. Et ça, c'est vraiment essentiel de pouvoir reconnaître ces personnes pour pouvoir les accompagner dans leur désir de fonder une famille, etc. Et ceci,
est devenu possible à partir du moment on peut avoir un diagnostic génétique, un conseil génétique fiable, à 100% fiable à partir du moment où on connaît le gène. Et bien évidemment, on l'a vu aussi, donc la thérapie génique, elle s'adresse à un gène en particulier, et donc ne peuvent être éligibles que les personnes qui ont bénéficié d'un diagnostic génétique. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, on ne peut pas faire l'économie du diagnostic génétique aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, effectivement, le gouvernement français a bien pris la mesure de ce changement à l'heure actuelle et met les moyens aujourd'hui, peut-être pas assez à notre goût, puisque ça va être extrêmement long et difficile, mais en tout cas a compris qu'il fallait mettre les moyens pour permettre ce diagnostic génétique, parce que sans diagnostic génétique, eh bien, les malades resteront à la traîne et ne pourront pas bénéficier des progrès, en particulier thérapeutiques, qui voient le jour aujourd'hui. Et ces progrès thérapeutiques, le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent, eh bien, ne sont accessibles qu'à la condition de connaître le gène en cause et ses mutations. Je pense qu'on pourrait peut-être aussi demander à M. Licari, s'il nous entend, ce qu'il voit, je dirais, du côté association de patients, parce que je pense que c'est aussi quelque chose de très important. Alors, malheureusement, M. Licari ne s'est pas connecté. Donc, désolé pour lui. Il est là, qu'il peut lever la main pour qu'on le reconnaisse dans la liste. Mais a priori, il y a peut-être d'autres questions avant que... On a deux dernières petites questions. Est-ce que la thérapie génique AAV9 chez les beurs peut s'appliquer pour d'autres maladies? Et on avait une question sur les maladies génétiques évolutives. Est-ce qu'il y a une évolution plus ou moins forte à des moments stratégiques du développement, comme l'adolescence, par exemple? Moi, je veux dire un mot sur la thérapie génique. Je l'ai dit, cette thérapie génique RP65, elle est quand même extrêmement contrainte. En fait, comme vous le savez, apporter un gène dans une cellule, il faut ce qu'on appelle un vecteur. Et ce que l'on utilise, en fait, ce sont des virus, des particules virales, dont on a enlevé tout ce qui était pathogène, donc des choses qui sont totalement inoffensives, mais qui sont comme des seringues. En fait, on utilise ces virus comme des seringues pour aller injecter le gène de remplacement, un gène tout à fait fonctionnel et sain. Et le problème de ces virus qui vont venir injecter le gène, c'est qu'ils ne peuvent transporter que des petits gènes, grosso modo. Et bien évidemment, il existe un très grand nombre de grands gènes dont la taille dépasse les capacités de cargo de ces particules virales et pour lesquelles, eh bien évidemment, il faut inventer d'autres moyens, d'autres thérapies. Donc, cette thérapie RP65, malheureusement, ne s'applique qu'à des gènes d'une taille tout à fait modeste et qui sont assez peu nombreux. Et c'est un des grands enjeux. D'autres particules virales sont à l'étude à l'heure actuelle et qui, pour l'instant, ne sont pas aussi inoffensives que sont les particules virales utilisées pour le gène RP65, mais il y a beaucoup d'autres approches thérapeutiques qui sont utilisées. Je parlais de l'ARN, on a beaucoup entendu parler de l'ARN avec les vaccins anti-Covid, mais l'ARN est également aujourd'hui prend une place grandissante dans le domaine du traitement de ces maladies ophtalmologiques, parce qu'on a parlé d'amorose congénitale de Leber, on a parlé de l'RP65. Dans ces cas de figure, il s'agit d'apporter un gène déficient, mais il arrive que les mutations que l'on rencontre chez les malades, et c'est extrêmement fréquent, en fait, conduisent à la production d'un gène toxique pour la cellule, et il faut détruire ce gène et non pas uniquement le remplacer. Et pour cela, donc l'ARN est porteur de promesses, et de très nombreux essais thérapeutiques sont en cours de développement pour cela. Je ne sais plus quelle était la question. Mais... Il y avait une autre question sur le rythme évolutif sur les maladies évolutives. C'est une excellente question parce que alors, il est très difficile de répondre brièvement, mais je peux peut-être apporter quelques éléments. Si on parle des dystrophies rétiniennes, on a dit que ce sont des maladies qui sont évolutives. Donc, on pourrait imaginer que le gène étant là à la naissance, cette évolution se fait selon une pente régulière. Alors, en effet, ce n'est généralement pas le cas. Je veux juste dire deux choses. La première, c'est que cette pente évolutive, sa connaissance est encore à parfaire. D'où l'intérêt pour nous du suivi sur le long terme dans des centres de référence de ces patients, parce que ça nous permet de mieux connaître cette pente
non pas cette pente, mais ces pentes, puisqu'on a dit qu'en fait, ces dystrophies rétiniennes, c'était environ 200 variétés différentes, et même dans chacune de ces variétés, des expressions différentes en fonction des familles, en fonction des patients. Mais ce qu'on peut dire dans la plupart des cas, c'est qu'on a en effet des paliers où la maladie va évoluer lentement, et puis des périodes de la vie au cours desquelles on va avoir des évolutions plus rapides. On ne peut pas faire de généralité sur ces périodes parce que ça va dépendre précisément du type et du sous-type de dystrophie rétinienne. D'une façon générale, dans ces maladies-là, parce qu'il y avait une sous-question sur la puberté, et il y a assez peu sur le plan clinique de corrélation entre des facteurs de variation hormonale et l'évolution de ces maladies. D'accord. Ben, je pense que il ne m'avait plus de questions. Donc, je vous remercie vivement pour vos interventions et pour cette conférence. On invite les spectateurs qui sont connectés à rester connectés pour la conférence sur les cardiopathies congénitales qui aura lieu à 13 h. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci d'avoir été présents avec nous. Merci. Merci.